Alors, transformation de Fourier. Donc, la définition de la transformée de Fourier, c'est celle-ci. Donc, autrement dit, la transformée de Fourier, on la note avec un petit chapeau. La transformée de Fourier en S, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle moins 2i sx dx. Ok? Donc x est une variable muette, hein, ça pourrait être également l'intégrale de moins l'infini à r de f de y exponentielle moins 2i sy dx. L'important c'est qu'en fait la transformée de Fourier en s, en t, en r, l'élément en fait de transformée de Fourier doit intervenir dans l'exponentielle. Voilà, ok. Donc, on peut définir également la transformée de Fourier inverse, qu'on va noter très souvent ou grand F de x, ou ici je l'ai noté f indice chapeau, f chapeau de x, qui est la transformée de Fourier de x en x dans l'espace dx, l'espace réel, donc des fonctions, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f chapeau de s exponentielle plus 2i pi sx dx, d'accord? Donc, s toujours variable muette, euh, d'intégration, d'accord? Donc c'est la transformée de Fourier inverse, d'accord? Donc on peut retrouver ces résultats à partir des séries de Fourier, je le montrerai très probablement au cours de la vidéo, lorsque, bon, t étant la période, lorsque la période tend vers l'infini. On a affaire bien évidemment à des fonctions de carré sommable, on va le voir après, pour pouvoir effectuer, pour que la transformée de Fourier d'une fonction, de cette fonction existe, il faut que l'intégrale sur R du module de f carré dx soit bornée. Ok? Donc, on va s'intéresser à quelques propriétés de la transformée de Fourier, notamment donc la translation, la dérivation, euh, la multiplication par un scalaire. Alors, on commence par la multiplication par un scalaire. Qu'est-ce qui se passe si on veut calculer la transformée de Fourier de f de ax, ou r réel, d'accord? Donc, on pose donc la transformée de Fourier, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de ax exponentielle moins 2i pi sx dx. Donc, notez f de ax chapeau pour transformer de Fourier associé à f. Donc, il y a deux cas, soit a positif, soit a négatif. Si a est positif, donc on effectue le changement de variable y égale dx, donc la différentielle de x c'est la différentielle de y sur a. On substitue dans notre transformée de Fourier pour pouvoir retrouver une transformée de Fourier, il faudra intervenir une seule variable, n'étant pas multiplié par un scalaire. Voilà. Donc on a donc cette transformée de Fourier est égale à l'intégrale sur R, donc de f de y essentiellement 2i pi s sur a, y dy, multiplié par 1 sur a, d'accord, puisqu'on a la différentielle ici. 1 sur a ne dépend pas de la variable d'intégration y qui est muette, on la sort de l'intégrale. Euh, Au niveau de l'exponentielle, en fait, l'inverse de a, on va le mettre au niveau de s. Et donc, ça va être égal, donc cette intégrale va être égale à 1 sur a, f chapeau de y sur a. Ok. Autrement dit, la transformée de Fourier g de en s est égale à 1 sur a, f chapeau de y sur a. Si a est négatif, on effectue le même changement de variable que précédemment, y égale à x. La différentielle de x, ça sera la différentielle de y sur a. Et à ce moment-là, G chapeau par contre de S est égal à 1 sur A. L'intégrale à ce moment-là, comme A est négatif, ben, il y a un changement de borne. L'intégrale de plus l'infini à moins l'infini de quelque chose, c'est l'opposé de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. D'où l'opposé qui est ici. Donc le moins 1 sur A dans le cas où négatif, on va le résumer en 1 sur valeur absolue de A. Et 1 sur valeur absolue de A, c'est 1 sur A si A est positif. Autrement dit, on a le résultat final, donc qui est à connaître dans les calculs, dans les exercices. Donc, si on vous avait à calculer donc la transformée Fourier de f de ax, d'accord, où a est un scalaire, vous allez obtenir 1 sur module de a, la transformée de Fourier de s sur a. Autrement dit, il y a une opération de dilatation dans l'espace direct de Fourier. En effet, j'ai illustré ici deux cas, le cas où a est inférieur à 1 ou le cas où a est supérieur à 1. Si a est strictement inférieur à 1, donc en rouge vous avez notre fonction f, donc on va diviser donc l'espace de Fourier par un nombre qui est strictement inférieur à 1. Autrement dit, on multiplie par quelque chose qui est supérieur à 1. Autrement dit, pour toute valeur de f ici, en fait, notre valeur de f va être augmentée d'un certain facteur, donc proportionnel. Et on va se retrouver dans l'espace de Fourier, effectivement, avec une courbe verte, d'accord, comme ceci. Alors, propriété intéressante, effectivement, de la transformée de Fourier, il y a contraction, effectivement, dans l'espace de Fourier. Par contre, les aires en verte, assurées en verte et assurées en rouge, alors c'est pas, j'ai pas fait un schéma à l'échelle, hein, vous me pardonnerez le fait que je suis pas un excellent dessinateur, mais vous l'avez compris, donc il y a conservation des aires dans l'espace de Fourier, ok? Dans le deuxième cas, bah, effectivement, j'ai représenté le cas où A est strictement supérieur à 1. Dans l'espace de Fourier, on va multiplier par quelque chose
1 sur quelque chose de dénominateur qui est supérieur à 1, donc on va rétrécir, en fait, on va multiplier par un facteur qui est inférieur à 1 au total, dans l'espace de Fourier. Donc si notre courbe, notre fonction en rouge, non, là, euh, notre fonction en rouge, donc dans l'espace de Fourier, c'est f chapeau de S, d'accord? À ce moment-là, dans l'espace de Fourier, on va avoir une contraction, puisque effectivement chaque élément va être contracté, multiplié par un facteur inférieur à 1. Ok? Donc après, j'ai réexpliqué le résultat pour pouvoir retrouver avec le changement variable S' égale S sur A, d'accord? Donc ds' égale ds sur A. Vous retrouvez le résultat. Donc on a dilaté, mais les aires des courbes sont conservées. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe que se passe-t-il lorsque... pardon. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on additionne deux fonctions, ok? Donc la transformée de Fourier de deux fonctions, en fait, c'est la somme des transformées de Fourier. En effet, par définition, ben, l'intégrale de f de x plus g de x exponentiellement 2i pi x dx et la linéarité de l'intégrale, donc on retrouve les deux transformées de Fourier. Si effectivement on aurait eu donc par définition du f carré, si la transformée de Fourier aurait été définie de manière non linéaire, qu'on aurait par exemple un terme quadratique en f carré, mais ce qui n'est pas le cas, on n'aurait pas cette linéarité, cette linéarité. Mais c'est une propriété de la transformée de Fourier, elle est linéaire. Voilà. Donc, que se passe-t-il maintenant si on effectue une opération de translation? Ok. Donc, une opération de translation, consiste donc donc on a notre fonction f de x, donc je l'ai centré en 0, je m'ai mis 0 mais c'est 0 ici, et notre fonction va être translatée de A et elle va être centrée maintenant en A. Donc on va s'intéresser à la transformée de Fourier d'une translation f de x moins a ou y réel. Donc on pose notre intégrale de Fourier. Donc l'intégrale de Fourier c'est l'intégrale, donc j'ai pas mis les bornes d'intégration, vous avez compris, c'est l'intégrale sur R de moins l'infini à plus l'infini de f de x moins a exponentielle moins 2i pi x dx. On effectue le changement de variable élémentaire de manière à nous ramener à une intégrale de Fourier connue, y égale x moins a, la différentielle de y c'est la différentielle de x, et donc cette intégrale va donc devenir l'intégrale de f de y exponentielle moins 2i pi s fois, puisque x à ce moment-là ça va être y plus a, fois y plus a dy. Donc on utilise la propriété de l'exponentielle, que l'exponentielle de AB est égale à l'exponentielle, non, l'exponentielle de a plus b, pardon, est égale à l'exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Effectivement, donc l'exponentielle moins 2i pi s, facteur de y plus a, c'est exponentielle moins 2i pi s y multiplié par l'exponentielle moins 2i pi s a. On fait sortir l'exponentielle moins 2i pi s a de l'intégrale, car car a n'est pas une variable d'intégration. La variable d'intégration muette, c'est la variable y, donc elle peut sortir de l'intégrale. Et donc, on obtient que cette intégrale, c'est exponentielle moins 2i pi s a fois la transformée de Fourier de s qu'on aura reconnu ici. Ok? Autrement dit, résultat à connaître, la transformée de Fourier donc d'une fonction qui est translatée de A est égale à exponentielle moins 2i pi s a fois la transformée de Fourier de f. Voilà. Autrement dit, et c'est ça qui est un peu plus difficile, si vous êtes dans l'espace de la transformée de Fourier et que vous devez repasser en fonctionnel, et que vous avez quelque chose du genre exponentielle moins 2i pi s a fois une certaine transformée de Fourier d'une certaine fonction, il faudra bien penser à translater lorsque vous passez de l'espace de Fourier à f. Ok? Donc translater dans l'espace de Fourier, ça revient lorsqu'on passe dans l'espace de Fourier à multiplier par une exponentielle complexe. Ok? Maintenant, que se passe-t-il pour la dérivée? Donc, qu'est-ce qui se passe si je veux calculer la transformée de Fourier de la dérivée d'une fonction? Ben, écoutez, on va la poser, cette transformée de Fourier. Donc, la transformée de Fourier est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f' de x exponentielle moins 2i pi x dx. Et bien, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir faire une superbe intégration par partie. On va poser u' égale f', donc u égale f. Et W égale exponentielle moins 2i, W prime, pardon, égale exponentielle moins 2i pi x, d'accord? Donc W est égal à 1 sur, est égal à, non, donc W va être égal à exponentielle moins 2i pi x, donc W prime, la dérivée d'une exponentielle, et ben ça va être, on va dériver ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle, il va sortir du moins 2i pi s, ok? Donc on fait notre intégration par partie. Le premier terme calculé entre ces bornes, il est nul car f est une fonction donc bornée. Par définition, lorsque x tend vers l'infini, puisqu'on calcule les bornes à l'infini, moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x multiplié par
Donc c'est notre IPP, hein, d'accord? Multiplié par moins 2 IPS fois l'exponentielle de moins 2 IPSX. Donc moins par moins, ça fait plus. Le 2 IPS ne dépend pas de la variable d'intégration qui est x. On intègre par rapport à x. J'ai pas mis la différentielle, mais c'est par rapport à x. Donc ça, vous l'avez compris. Donc 2 IPS, il va sortir de l'intégrale. Et donc on va avoir du 2 IPS, intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de f de x exponentielle moins 2 IPS x dx. Et là, on reconnaît la transformée de Fourier de f. Ok? Donc c'est égal à 2 IPS, f chapeau. Donc, en fait, quand dérivée, si on part de la dérivée d'une fonction, eh bien, dans l'espace de Fourier, ça revient à multiplier par 2 IPS. Donc, en fait, si vous avez la transformée de Fourier d'une fonction f, et vous vous intéressez à la transformée de Fourier de sa dérivée, eh bien, il vous suffit de multiplier par 2 IPS fois la transformée de Fourier de la fonction. Et réciproquement, et c'est là, je dirais, plus dans les calculs, en filtrage linéaire en physique en général, et même dans les examens, les exos sur les transformés de Fourier, on vous demande, suite à des calculs, de passer en fonctionnel. Et quand vous passez, donc vous êtes dans l'espace de direct, l'espace donc de Fourier, eh bien, lorsque vous avez un terme en 2 IPS fois une certaine transformée de Fourier d'une fonction, il faut être capable de reconnaître que vous avez en fait la transformée de Fourier de la dérivée. Okay. Alors maintenant, on passe au produit de convolution. Donc, comment se transforme le produit de convolution par la transformée de Fourier? Produit de convolution qui est fondamental en physique du signal, en physique numérique, en physique même en général, même en mécanique quantique, le produit de convolution intervient. Et en maths, dès qu'on est au niveau bac plus 2, du produit de convolution, vous en avez en veux-tu, en voilà. En analyse notamment. Donc on a que donc je rappelle la définition du produit de convolution de deux fonctions f et g calculées en x, c'est égal donc par définition donc f convolué avec g est égal donc à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x g de x moins y dy. Donc ici la variable d'intégration c'est y, d'accord? Donc, g de x moins y, c'est une translation. C'est comme si on effectuait g de moins y moins x. D'accord? Je l'ai représenté sur le schéma. F de x, g de x. On a translaté de y, notre fonction g. Et en fait, on va faire le produit terme à terme de la courbe rouge, qui est f, avec la courbe verte. D'accord? Terme à terme. On va faire, par exemple, sur ce point-là, on va faire le produit de la courbe rouge par cette valeur. On va obtenir la courbe bleue. Ok. Bon, voilà, c'est simplement pour imager le produit de convolution. D'accord. Donc, c'est du f de x' fois g de x moins x'. Et on a effectivement ici la fonction convoluée f étoile g. Donc, maintenant, d'un point de vue analytique. Et après, ce qu'il faudra connaître, c'est bien évidemment le résultat. Donc f convolué avec g en x, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x', g de x moins x' dx'. On effectue le changement variable élémentaire x' égale x moins y, d'où x moins x' est égal à y, dx' est égal à moins dy, d'accord? Et donc cette intégrale revient à calculer l'intégrale de plus l'infini à moins l'infini. Là, il faut faire attention, on a inversé les bornes. Euh, bon, encore une fois, je détaille le calcul, mais ce qu'il faut, c'est connaître le résultat. F de y de x moins y, g de y, multiplié par moins, puisque la différentielle de x fait intervenir un moins, de dy. Autrement dit, c'est égal. Donc, on a du moins de plus l'infini à moins l'infini, donc on va inverser les bornes de l'intégrale. C'est donc intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x moins y, g de y, dy. Et donc, on reconnaît que c'est égal à g étoile f en x. Autrement dit, le produit de convolution commute avec la transformée de Fourier. Et on a, bon là j'ai pas mis, il manque des chapeaux, hein. Vous l'aurez compris que voilà, en fait le produit, donc la transformée de Fourier, donc il y a un petit chapeau ici, au-dessus en noir du f étoile g. La transformée de Fourier du produit de convolution f étoile g est égale à la transformée de Fourier du produit de convolution g étoile f. Donc ça c'est très pratique dans les calculs. On va le voir tout de suite lorsqu'on fait intervenir notamment le Dirac, et on va voir tout de suite que le Dirac, en fait, pour l'opération de transformation de Fourier, ça correspond à l'élément neutre. Ok. Donc ça c'est très important en physique. En maths, ça l'est un petit peu moins, mais il faut le savoir pour pouvoir l'utiliser dans les calculs et dans les exercices. Ok. Donc, on va f étoile
delta est égal à delta étoile f, donc l'intégrale de f de x', delta de x moins x' dx'. Donc, par définition même du Dirac, delta de x moins x', donc le Dirac est totalement symétrique, il sélectionne une et une seule valeur, la valeur en 0. Donc, c'est-à-dire la valeur pour x' est égale à x. D'accord? Et la valeur de la fonction pour x' égale x, c'est la valeur de la fonction en x. Ok? Autrement dit, f convolué avec le Dirac est égal au Dirac convolué avec f, qui est égal à la valeur de la fonction en x. Ok? Donc, dans l'espace de direct, le produit de convolution va devenir un vrai produit, effectivement. Que se passe-t-il lorsqu'on transforme dans l'espace de Fourier un produit de convolution de deux fonctions f étoile g en x? Eh bien, ça, on va le voir. Je vais le démontrer donc en trois lignes de calcul en dessous. Et c'est un résultat à connaître quand on travaille avec les convolutions en espace de Dirac. Eh bien, c'est égal au produit des transformés de Fourier. Ok? Donc, f étoile g en x par transformé de Fourier devient le produit des transformés de Fourier. Donc, f chapeau de s par g chapeau de s. Donc, on le démontre. On pose tout simplement, effectivement, la transformée de Fourier donc de f étoile g en s, qui est donc à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Donc, on a le terme en exponentiel, exponentielle moins 2 i pi s que je l'ai mis ici, multiplié par, effectivement, le produit de convolution entre f et g, qui est ici, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de f de x', g de x moins x', dx', dx, d'accord? Donc on va utiliser, le théorème de Fubini qui va nous permettre de permuter les intégrales, puisqu'on a deux variables d'intégration, une intégrale double, une en x', une en x. On va regrouper les termes en x' et les termes en x. Le terme d'exponentiel, c'est un terme en x. Le terme à l'intérieur en x, c'est le terme qui fait intervenir g de x moins x'. Autrement dit, on va regrouper le terme de l'exponentiel, rien ne nous empêche de le faire puisqu'il y a commutativité. C'est des scalaires à l'intérieur d'une intégrale, hein, d'accord? Donc on peut commuter comme on veut. Donc on va sortir d'abord ce qui dépend que de x', c'est f de x', d'accord? F de x', donc qui va être intégré par rapport à x', et on aura donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de x moins x', exponentielle moins 2 i pi s x dx, ok? Puisque donc ce terme-là est donc intégré par rapport à dx. Donc pour pouvoir calculer cette intégrale, on effectue le changement de variable, donc y qui saute aux yeux, y égale x moins x', d'accord, pour se ramener à une intégrale connue, en fait une transformée de Fourier connue, d'après la définition de la transformée de Fourier. Donc on exprime x en fonction de x', donc x va être en fonction de y, pardon, puisqu'on va changer le changement de variable, il est par rapport à y. X est égal à y plus x', donc la différentielle de x est la différentielle de x', et cette intégrale ici se met donc sous la forme intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g et de y exponentielle moins 2 i pi s fois, donc x cette fois-ci vaut y plus x', dy, la variable d'intégration dx'. On sort en fait de cette intégrale ce qui ne dépend pas de notre variable d'intégration dy, autrement dit c'est l'exponentielle moins 2 i pi s de x' qui va être calculé dans l'autre intégrale. Donc on la sort et on obtient ici. Donc on va obtenir effectivement après réarrangement des termes un produit de deux intégrales. La première, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x' exponentielle moins 2 i pi s x' dx', multiplié par la deuxième intégrale, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de y exponentielle moins 2 i pi s y dy. On reconnaît à vue d'œil, puisqu'on connaît par cœur la définition de transformée de Fourier. Pour le premier terme, la transformée de Fourier en s de f, et pour le deuxième terme, la transformée de Fourier en g de s. Autrement dit, on a donc démontré cette égalité à connaître, qui nous dit que la transformée de Fourier d'un produit de convolution de fonctions est égale au produit des transformées de Fourier des fonctions. Okay, donc vous pouvez effectivement, donc c'est là qui est un peu plus difficile, c'est lorsqu'on fait le passage inverse, vous êtes dans des calculs, on vous demande de calculer, de remonter en fait à une fonction, et vous apercevez dans l'espace de Fourier, l'espace direct, que vous avez un produit de deux transformés de Fourier. Et bien à ce moment-là, vous pouvez remonter en inversant, en sachant que le produit dans l'espace direct, à ce moment-là, correspond à un produit de convolution. Ok, donc on ne parle pas des mêmes éléments. Dans l'espace fonctionnel. Ok. Donc de même, on aura donc f étoile g prime, c'est f prime étoile g est égal à f étoile g prime. Le théorème de Parseval, je l'énonce, il peut être utile dans les calculs.
Donc, je vais même le démontrer avec les lignes de calcul qui suivent. On a donc, bon, on va avoir donc d'abord un premier lemme qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f bar étant le conjugué de f puisqu'on est on est dans un espace de Hilbert, un espace à valeur complexe. Donc, on a le droit de calculer le f bar, enfin, on a le droit, le f bar, on est dans l'espace des complexes. G de x dx, on reconnaît que ceci, c'est en fait le produit scalaire hermitien, le produit scalaire hermitien traditionnel, hein, f scalaire g en physique, mais bon. Donc ce terme-là, en fait, va être égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du produit des transformés de Fourier. La première fonction garde son bar, c'est-à-dire son conjugué. Autrement dit, bon, on a ce lemme-là. Donc si on part de ce lemme-là, donc on calcule donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x bar, donc le conjugué de f de x, g de x dx, qui est donc égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dx, fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini à ce moment-là de notre transformé de Fourier inverse. On passe en transformé de Fourier inverse, donc f chapeau de s exponentielle plus 2i pi sx ds, puisqu'on a l'espace de la transformée de Fourier inverse, donc auquel on doit calculer le conjugué, donc bar, multiplié par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f chapeau, pardon, de s' exponentielle moins 2 pi s' de x, ds'. On reconnaît, en fait, cette intégrale-là, en fait, conjuguée de par la linéarité de l'intégrale, ben, le conjugué d'une intégrale de terme, en fait, c'est l'intégrale des conjugués. Puisque le conjugué du produit AB de deux complexes, c'est le produit des conjugués, A bar B bar, donc AB bar, c'est A bar B bar. Donc on passe de ceci à ceci en utilisant cette propriété. Le conjugué de l'exponentielle 2i pi sx, c'est exponentielle moins 2i pi sx, d'accord. Autrement dit, par un jeu de réécriture, on obtient que c'est égal à l'intégrale double, donc l'intégrale double sur R de ds, ds', nos deux variables muettes d'intégration, f chapeau de s bar multiplié par g chapeau de s multiplié par l'intégrale sur r de dx exponentielle moins 2i pi x facteur de s' moins s. Ok, bah écoutez, c'est très simple. Par définition même de la fonction de Dirac, on reconnaît que cette intégrale, c'est le Dirac de s' moins s. Ok. Autrement dit, on met notre intégrale sous la forme d'une intégrale double suis sur S et S', l'intégrale double sur R2 de ds' de f chapeau bar de S, donc conjugué de f de la transformée de Fourier en S, fois G chapeau de S', transformée de Fourier de G en S', multiplié par le Dirac de S moins S'. On intègre sur S', et ce terme-là, en fait, donc G chapeau de S', de Dirac de S moins S', ce n'est rien d'autre que la valeur de notre fonction G en S, ok, par définition même du Dirac. Donc ce sont les propriétés du Dirac qui nous permettent d'avoir cette égalité. Donc finalement, c'est égal à notre intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ds, le conjugué de la transformée de Fourier de f en S multiplié par la fonction g en S. Et donc le théorème de Parseval, c'est simplement un cas particulier, je dirais, qui découle de ce lemme. On prend f égale g, et si on prend f égale g, on obtient le théorème de Parseval, qui est utilisé dans les exercices, qui nous dit que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module carré de f de x dx est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du module carré de la transformée de Fourier, cette fois-ci de f de s ds. Alors, simplement, pour ceux qui font de la mécanique quantique, qui travaillent en physique au niveau énergétique, bien évidemment, vous reconnaîtrez ici en mécanique quantique une probabilité à travers la densité de probabilité, okay, de la fonction d'onde. On peut le considérer comme une énergie également. D'accord. Autrement dit, la transformée de Fourier en énergie conserve un peu, on peut dire que c'est une certaine forme de conservation de l'énergie lorsqu'on passe de l'espace fonctionnel à l'espace de Dirac, à l'espace de Fourier. Pardon. Donc, série de Fourier, la série de Fourier retrouvée. Alors maintenant, on va s'intéresser à la série de Fourier associée au peigne de Dirac. Alors, le peigne de Dirac, je crois que je l'avais déjà défini dans une vidéo précédente. Bon, en une de mes vidéos que j'ai fait sur la mécanique quantique, si vous suivez. Sinon, c'est pas grave, on le définit ici. Donc, le peigne de Dirac, on le note effectivement comme on le note comme ceci, hein, cette espèce de peigne renversé.
et on le note chat, hein, le chat en X, très souvent ça se prononce chat, ça se note comme ceci. Donc le peigne de Dirac en X va avoir pour transformer de Fourier le peigne de Dirac en S. Autrement dit, on va démontrer dans les lignes qui suivent cette égalité-là, c'est que le peigne de Dirac reste invariant par transformée de Fourier. Donc le peigne de Dirac, c'est quoi? C'est un Dirac qui est discrétisé, échantillonné. En fait, l'ensemble des Dirac sont espacés d'une période t qui ici est prise égale à 1. Ok, bon, d'accord. Donc c'est un Dirac périodisé. En fait, le chat, le peigne de Dirac, c'est un Dirac périodisé. Ok? Donc rien d'autre à savoir dessus. Donc le peigne de Dirac est périodique de période 1. Donc il s'exprime sous la forme somme sur K, K étant un entier relatif, donc il décrit l'ensemble des entiers relatifs. Attention, c'est pas l'ensemble des entiers naturels, hein, puisque ici c'est en 0. Il est périodisé, discrétisé en moins 1, discrétisé en moins 2, discrétisé en moins 3, discrétisé en moins Z, où Z est un entier, est un complexe. Ok, donc on n'a pas simplement la discrétisation sur N, l'ensemble des antinaturels. Donc là, c'est une discrétisation sur 1, sur 2, sur 3, etc. Donc nous, vraiment, le peigne de Dirac, c'est une fonction, en fait, quelque part, d'échantillonnage pour ceux qui ont fait de la théorie des télécoms, hein, Shannon, etc. Théorie de l'information, je dirais, mais en théorie de l'information, effectivement, on discrétise sur l'ensemble des entiers relatifs. Donc, somme des CK, K varie sur l'ensemble des entiers relatifs, exponentielle plus 2 pi Kx, d'accord, puisqu'on a une somme discrétisée infinie de peigne de Dirac. Notre CK, ben, c'est l'intégrale sur une période, donc on prend ici l'intégrale sur moins 1,5 à plus 1,5 du Dirac, delta en x, exponentielle moins 2 pi Kx dx. Et ceci, par définition même du Dirac, c'est égal au Dirac, c'est égal à cette fonction prise en 0, et l'exponentielle de 0, c'est 1, donc c'est égal à 1. Ok? Donc j'ai re-explicité là, vous avez de manière donc explicite notre peigne de Dirac, qui est une fonction de Dirac généralisée. C'est une discrétisation en Dirac pour K qui varie donc de moins l'infini à plus l'infini, mais K prend des valeurs discrètes, hein, ici, d'accord, vous avez bien compris, des valeurs discrètes dans l'ensemble des entiers relatifs, exponentielle de pi kx, d'accord, qui correspond au schéma que j'ai fait ici. Donc, on va calculer effectivement la transformée de Fourier du peigne de Dirac en S, qui est égale à la somme pour K variant de moins l'infini à plus l'infini de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins 2 pi sx, donc notre facteur de la transformée de Fourier, multiplié par la valeur de notre Dirac. Là, j'ai utilisé que la somme, une somme infinie, une intégrale d'une somme infinie, c'est l'intégrale des sommes infinies. J'utilise Fibini. On est dans le monde des bisounours, c'est-à-dire que tout marche bien, je fais pas de problème de convergence, tout se passe bien. De toute manière, tout se passe bien. Et l'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire du cours mathématique sur des problèmes de convergence, mais c'est plutôt d'avoir des résultats pratiques à appliquer en exercice, en examen, sur les transformés de Fourier, ok, et notamment physique. Bon, pour ceux qui font de la physique. Euh, D'accord, donc vous me permettrez ce jeu de réécriture, donc je permute allègrement intégrale infinie et somme. Donc par définition du Dirac, donc le Dirac en S c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle 2 pi x dx, d'accord. C'est égal à la somme pour k variant de moins l'infini à plus l'infini du Dirac en S moins k, puisqu'on a discrétisé cette intégrale. Cette intégrale-là, en fait, peut se mettre sous la forme du Dirac calculé en S-K. Le Dirac étant symétrique, c'est également le Dirac de K moins S. Autrement dit, on retrouve que le résultat que je vous ai énoncé, qui est à connaître, pas par cœur, mais bon, qui est à connaître effectivement dans les exercices, dans les examens, dans les concours, en maths, en physique, niveau universitaire. En analyse notamment, en traitement de signal, dans tout ce qui fait intervenir les transformés de Fourier, le Dirac. Donc la transformée de Fourier du chat de Dirac, du chat en S, c'est égal à la fonction en S. Donc autrement dit, la transformée de Fourier laisse invariante le peigne de Dirac. Ok? Donc vous retenez ça, et ça va aller dans les calculs et dans les exos. On considère donc maintenant 1 sur t fois le peigne de Dirac discrétisé en x sur t. Donc 1 sur t, le peigne de Dirac discrétisé en x sur t, donc je l'explicite ici. Donc je remplace x par x sur t, et on obtient donc c'est égal à 1 sur t fois le peigne de Dirac
en x sur t, qui est la somme pour k variant de moins l'infini à plus l'infini, donc k qui prend l'ensemble des valeurs des antirelatifs sur z, du Dirac appliqué en x sur t moins k. Or, vous vous rappelez, d'après le début de ma vidéo, qui avait expliqué que la transformée de Fourier d'une fonction dilatée, d'accord, f de ax, c'est 1 sur module de a de f chapeau de s sur a. Donc, on va utiliser ce résultat pour le Dirac. Autrement dit, le Dirac de ax, c'est 1 sur module de a fois appliqué à une transformée de Fourier, donc la transformée de Fourier de s sur a. Ok. Donc, on revient à nos moutons, simplement pour expliciter le calcul. Donc, on applique ce résultat que vous connaissez maintenant. Donc, le Dirac de x sur t moins k. Donc, je fais intervenir le facteur a qui nous intéresse. Donc, je mets 1 sur t en facteur ici. Donc, j'ai 1 sur t facteur de x moins k fois t, hein, puisque j'ai factorisé par 1 sur t. Et donc, le Dirac de 1 sur t fois x multiplié par 1 sur t, c'est 1 sur 1 sur t, autrement dit t, ici, multiplié par le Dirac calculé en x moins kt. D'accord? Donc, on a du 1 sur t fois t qui se compense, donc c'est 1 multiplié par la somme pour k variant de moins l'infini à plus l'infini du Dirac calculé en x moins kt, d'accord. On obtient donc, effectivement, j'ai explicité le Dirac de x pour k égale 0, Dirac de x pour k égale moins 1, pour k égale plus 1, pour k égale moins 2, pour k égale plus 2, etc. Donc, on retrouve bien notre fonction originelle, d'accord. On considère une fonction grand f de x, définie maintenant sur x qui décrit l'intervalle périodique périodicité t entre moins t sur 2 et t sur 2 et nul ailleurs. Et on s'intéresse au produit de convolution maintenant entre la fonction f et notre peigne de Dirac discrétisé en x sur t. D'accord. Donc on va écrire, on va poser ce calcul. Donc ce f, donc la convoluée de f de x par 1 sur t peigne de Dirac en x sur t, c'est égal à la somme pour k variant de moins l'infini à plus l'infini, donc k qui varie sur l'ensemble des antinaturiels, de f de x convolué avec le Dirac calculé en x moins kt. D'accord. Or, on a vu que on a vu précédemment l'opération de convolution avec le Dirac, et donc une fonction f convoluée avec le Dirac à un certain point est égal à cette fonction en ce point-là. Autrement dit, c'est égal à la somme pour k variant de moins l'infini à plus l'infini, donc k prenant des valeurs discrètes dans l'ensemble des antirelatifs, de f de x moins kt. Voilà. Donc f de x convolué avec delta de x moins a, on le pose, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de delta de x' moins a fois f de x moins x' dx'. C'est donc égal à f de x moins a. On convolue avec un Dirac translaté. Ok, c'est la propriété même du Dirac. On va périodiser la fonction. Donc f de x n'est définie qu'entre moins t sur 2, t sur 2. Donc f périodique, donc c'est une fonction périodique de période t. Alors j'ai fait un super beau schéma là, vous voyez, il est magnifique mon schéma. Mais bon, donc ce qu'on a en vert, en fait, on le translate de manière à périodiser la fonction. D'accord, donc la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs de f de x moins kt, c'est égal à f étoile, donc convolué avec 1 sur t fois le peigne de Dirac en x sur t. Et on a donc que la transformée de Fourier périodisée en S, c'est égal à la transformée de Fourier en S multiplié par 1 sur t fois 1 sur t, donc qui se compense, qui s'annule, multiplié par le peigne de Dirac, qui est donc la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs du Dirac calculé en ts moins k. Donc ce terme-là, c'est pareil que calculé en fait. Donc on sort du 1 sur t, c'est toujours pareil, on utilise l'opération de dilatation qu'on connaît, delta de f de ax en transformée de Fourier, c'est 1 sur module de a f de x sur a. Donc contre bien c'est égal à 1 sur t, la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs du Dirac en s moins k sur t. Et donc on a que f, la transformée de Fourier périodisée en S est égal à 1 sur t, la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs du produit de la transformée de Fourier de f en S multiplié par le Dirac de S moins kt. Et ceci, en fait, on peut l'écrire donc comme étant f chapeau de 4 sur t multiplié par le Dirac de S moins kt. Autrement dit, donc je rappelle ici donc les règles de calcul. F de x par le Dirac en x, c'est comme si on écrivait f de 0 par le Dirac en x, ok.
De même, f de x par le Dirac en x moins a, c'est comme si on écrivait f de a par le Dirac en x moins a. Dans tous les cas, on obtient, lorsqu'on intègre sur R avec le Dirac, on obtient la valeur de f en 0. Lorsqu'on intègre sur R avec le Dirac, ici, on obtient la valeur de f en a. Donc, dans notre espace direct, j'ai représenté en bleu une courbe mauve notre fonction f. Notre fonction va être discrétisée de manière périodique avec une période de discrétisation qui est 1 sur t. Autrement dit, de notre fonction, bon, ça beaucoup de la théorie du signal, la théorie de l'information. Bon, en théorie de l'information, en théorie des télécoms, c'est la discrétisation typique entre un signal de forme analogique, vous reconnaîtrez de l'analogie ici, et un signal de forme numérique, ok? Échantillonné à une certaine fréquence, de telle sorte à ce que l'on puisse reconnaître la voix suivant la fréquence d'échantillonnage de perception de l'oreille humaine. Bon, bref, on obtient donc un signal discrétisé sous cette forme-là, avec des valeurs qui vont être ensuite traduites en binaire, qui est l'échantillonnage. Donc, on se donnait dans F chapeau de K sur T un échantillonnage avec une discrétisation, une périodisation, une période d'échantillonnage égale à 1 sur T. On va donc avoir F chapeau périodisé en S qui est égal à 1 sur T, la somme pour K décrivant l'ensemble des antirelatifs de F chapeau de K sur T multiplié par le Dirac de S moins KT. D'accord? Je rappelle que la transformée de Fourier inverse est définie comme suit. Comme l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f chapeau de s exponentielle 2 i pi s x ds, d'accord? Autrement dit, f périodisé, donc on va calculer maintenant, on va repasser dans l'espace fonctionnel, en calculant la transformée à Fourier inverse de ceci. Et donc cette transformée de Fourier inverse périodisée en x va être égale à 1 sur t, la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs de f chapeau de kt, multiplié par, effectivement on passe en transformée de Fourier inverse, à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle 2 i pi s x, multiplié par le Dirac calculé, pris au point s moins k sur t, la variable d'intégration étant s. Et ceci, on reconnaît que c'est tout simplement l'exponent, c'est le Dirac en S-4t, donc de l'intégrale au moins l'infini de cette fonction, c'est égal en fait cette fonction calculée au point x qui vaut k sur t. Autrement dit, c'est égal à l'exponentielle de 2 i pi kx sur t, d'accord? Et on obtient la jolie formule de Poisson, connue sous le nom de formule sommatoire discrète de Poisson, qui est celle-ci. On a donc f périodisé en x est égal à la somme pour k décrivant l'ensemble des entiers relatifs de 1 sur t, donc de notre période, multiplié par la transformée de Fourier calculée en k sur t, multiplié par l'exponentielle de 2 i pi kx sur t. D'accord, c'est la formule de Poisson, formule sommatoire de Poisson. Faut pas la connaître par cœur, souvent on vous la donne dans les exercices, faut savoir l'appliquer. Voilà. Vous la retrouvez, mais bon, la retrouver, c'est quand même un calcul assez, pour des physiciens, assez laborieux, ok? Si vous êtes plus matheux, vous n'aurez aucun souci pour pouvoir le retrouver. Voilà. Je crois que c'est assez calculatoire, hein. Il n'y a rien de transcendantal. Donc, f chapeau de s, la transformée de Fourier en f, qui est donc égale donc, à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x exponentielle moins 2 i pi s x dx va être nul pour x strictement supérieur à la période t sur 2, ok? Et f chapeau de k sur t, donc en fait finalement cette intégrale va se réduire, l'intégrale sur r va se réduire en fait à l'intégrale calculée entre les bornes moins t sur 2, donc ce sera aussi égal à l'intégrale sur n'importe quelle, oui, l'intégrale sur une période. Donc la transformée de Fourier de f en kt est égale à l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f de x exponentielle moins 2 i pi k sur t x dx. Autrement dit, on passe dans l'espace de Fourier à l'espace fonctionnel. F périodisé en x va être égal à la somme discrète pour k variant sur l'ensemble des entiers relatifs des coefficients ck exponentielle 2 i pi k x sur t, où les coefficients ck sont donnés, ce sont les coefficients de Fourier, par 1 sur t, intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 f de x exponentiellement 2 i pi k x t dx. Donc je vous avais dit en début de vidéo qu'on allait retrouver les coefficients des séries de Fourier. Les voilà qu'ils apparaissent. Donc simplement un topo intéressant maintenant sur effectivement l'échantillonnage en lui-même, notamment l'échantillonnage connu sous le nom d'échantillonnage de Shannon en théorie de l'information, d'accord, et en télécom, en traitement du signal analogique, voilà. Donc on considère une fonction f de x telle que f chapeau de s soit à support borné,
On dira que f chapeau de S, ça correspond au spectre de f. Donc vous pouvez passer de l'espace temporel à l'espace fréquentiel si vous faites des sciences, si vous faites des sciences industrielles, notamment, et en physique du signal, on passe donc de l'espace fonctionnel qui correspond à l'espace temporel à l'espace direct, donc l'espace de Fourier qui correspond à l'espace en pulsation, d'accord, en fréquence, d'où le nom de spectre de f. Ok. F chapeau de S est nul pour S en module supérieur à grand S. Grand S, ce sera la fréquence de coupure, effectivement, au-delà duquel on n'aura pas de signal, de fréquence dans notre signal. Et on aura donc effectivement une courbe qui sera assez similaire à celle-ci, où on a une bande de fréquence admissible, on a un filtre qui varie entre moins S et plus S. Okay, donc je rappelle ici la discrétisation effectuée par le peigne de Dirac. Donc on considère une discrétisation donc espacée de delta x, et on a un pas d'échantillonnage en fait qui sera donc 1 sur delta x multiplié par notre peigne de Dirac calculé en x sur delta x, d'accord. Donc on va se donner les valeurs de f, donc les valeurs de f en tout point x de la forme k delta x. Donc on va se donner les valeurs de f en 0, en delta x, en 2 delta x, 3 delta x, moins delta x, f de moins 2 delta x, f de moins 3 delta x, etc. Et on va donc sommer pour pouvoir obtenir donc effectivement f de x fois t de x qui est égal à la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs relatifs de f de k delta x multiplié par le Dirac en x moins k delta x, ok. Et on aura donc la transformée de Fourier de notre grand S chapeau de S qui est égal à la transformée de Fourier de f convoluée, donc ici on a le produit de convolution qui intervient, avec le peigne de Dirac calculé au point d'espace delta x multiplié par S. Ok. Ceci, donc, on le réécrit sous la forme du peigne de Dirac, qui fait intervenir donc l'ensemble des Dirac. Donc c'est égal à 1 sur delta x multiplié par la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs de delta de f moins k sur delta x. Ok. Autrement dit, S chapeau de S va se mettre sous la forme 1 sur delta x somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs de f chapeau de S moins k sur delta x. Et on aura ici effectivement la fonction qui est périodisée. Donc qui sera donc échantillonnée dans l'espace direct. Et donc, à échantillonner dans l'espace direct, c'est périodisé dans l'espace de Fourier. Voilà. Donc, on retiendra ce résultat et on obtiendra donc dans l'espace de Fourier une fonction de ce type-là, qui dans l'espace fréquentiel varie entre moins s et plus s, et avec un pas de périodisation, pardon, entre 1 sur qui varie entre 1 sur 2 delta x moins 1 sur 2 delta x. Autrement dit, on a du 1 sur delta x ici. Donc on a 1 sur 2 delta x qui doit être supérieur ou égal à SC, d'où delta x doit être inférieur ou égal à 1 sur 2 delta C. Si on a effectivement cette condition-là, on sera en mesure de retrouver, de reformer notre signal au départ, notre signal analogique, notre voix, ok, qui aura été échantillonné à travers un canal de Shannon. Bon, voilà, c'est de la théorie de l'information, mais il est intéressant de pouvoir faire le pont, le parallèle entre la théorie mathématique et ses applications concrètes, je dirais en physique, notamment en théorie du signal analogique. Okay. Voilà, donc delta x inférieur à 1 sur 2 s de x, et donc il suffira de connaître f de x pour x de la forme k delta x, si sous cette condition, pour pouvoir avoir la valeur de notre fonction originelle, quelle que soit la valeur, quel que soit x. Lorsque c'est inférieur à 0, on est en suréchantillonnage, et lorsque c'est supérieur à 0, on est en sous-échantillonnage, c'est le théorème de Shannon. Ok. Donc voilà pour cette vidéo qui reprend les résultats, je dirais, principaux à connaître sur la transformée de Fourier, produit de convolution, le Dirac, le peigne de Dirac. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle a pu démystifier certaines choses sur les transformées de Fourier, et que vous puissiez en faire bon usage.